Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Goliath. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur les résultats du premier trimestre 2024. Comme on a pu assister sur les marchés, hein, on le voit, on est plutôt sur des bonnes performances depuis le début de l'année, que ce soit sur les marchés européens ou sur les marchés américains. Et on va justement profiter de ce podcast pour parler de ça aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, maintenant vous commencez à être habitués, mais le disclaimer, c'est obligatoire. Je rappelle à tous que cette communication, elle est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation, et qu'elle n'est pas, ce qui sera dit ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument financier. Cette recherche, elle a bien évidemment pas été préparée conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir la recherche indépendante. Et comme je vais évoquer les performances de pas mal d'instruments financiers, un rappel qui est toujours bon, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc comme je le disais en introduction, on a eu des bonnes performances sur les marchés américains depuis ce début d'année, malgré une petite correction là, mais une correction qui est plutôt saine parce qu'on a des résultats qui sont plutôt corrects en bourse. Donc euh, Ça, c'est plutôt positif. Et donc, on le voit, des marchés au plus haut historique aux États-Unis, avec un S&P qui, depuis le début de l'année, est en hausse d'environ 7%, un Nasdaq qui, lui, gagne 5,6%, et un Dow Jones qui, lui, gagne 2,09%. Et en plus de ça, les bonnes nouvelles ne sont pas terminées parce que l'inflation aussi commence à bien chuter. Là, on est aux alentours de 3,5% aux États-Unis pour le mois de mars. Alors, on le voit là, sur 2024, on est un peu stagnation sur l'inflation, hein, on est en train de stagner sur l'inflation aux États-Unis. Mais en tout cas, on a bien chuté par rapport au plus haut de mi-2022. Et c'est plutôt des signes positifs, ce qui pourrait même envisager que les taux, pourquoi pas, seraient amenés à chuter d'ici les prochains mois, ce qui pourrait être bénéfique pour les marchés financiers. Quels ont été les principaux événements de ce début d'année? Il y en a eu plusieurs. Déjà, on a eu Nvidia. Tout le monde a parlé de Nvidia, grand gagnant du début d'année en bourse, hein, en hausse de plus de 71% depuis le début de l'année, avec l'intelligence artificielle, justement, qui est aujourd'hui l'un des thèmes, enfin depuis le début de l'année, qui est le thème principal. Que ce soit Nvidia, Microsoft et toutes les boîtes profitent justement de cet engouement. Et puis on le voit, les investisseurs aussi, c'est un sujet qu'ils apprécient. Nous, chez Goliath, on a lancé plusieurs produits structurés, que ce soit un sur les semi-conducteurs et un sur l'intelligence artificielle directement. Et on le voit, ces deux produits structurés ont eu très vite un très fort engouement et beaucoup d'investisseurs se sont rués dessus. On voit que c'est un thème qui plaît. Et Nvidia, grand gagnant du début d'année, plus 71%. Maintenant, dans les autres valeurs de l'intelligence artificielle, il y a Intel qui n'a pas explosé autant qu'Nvidia, mais qui reste intéressant. AMD qui, pareil, pourrait aussi profiter de l'engouement autour de ce secteur et qui pourrait continuer à bien performer, hein, pour ceux qui sont intéressés par le secteur de l'intelligence artificielle. Et puis en Europe, on a ASML, qui est une boîte néerlandaise et qui aussi profite de l'engouement autour de deux sujets. On verra aussi un peu plus tard que les gérants d'actifs sont en train de réallouer leurs fonds et de passer vers des valeurs un peu plus cycliques. Euh, donc, euh, on reviendra dessus. Pour le moment, on est sur les marchés américains, donc on voit, premier point, dans les principaux événements à retenir depuis le début de l'année, en plus que des bonnes performances des trois indices précédemment cités, Nvidia, grand gagnant à plus 71%. On a les cryptos que j'ai mis dans le marché américain, vous allez comprendre pourquoi. On a la classe d'actifs crypto, mais aussi les actions liées au secteur crypto qui profitent de deux raisons principales et qui profitent de l'engouement donc autour du halving. Le halving, c'est quoi? C'est tout simplement tous les 4 ans, en fait, dans le protocole Bitcoin, c'est écrit, les
Alors, c'est pas écrit tous les 4 ans, c'est sur un nombre de blocs précis, mais à partir d'un nombre de blocs précis, les récompenses, en fait, chutent de moitié. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et en général, bah, les mineurs et le marché anticipent et ça pousse les prix vers le haut, hein, parce qu'on va avoir une demande, alors on va avoir une baisse de l'offre et de l'émission de jetons en circulation et de jetons minés tous les jours. Donc, en général, c'est plutôt positif. Et là, encore une fois, on le voit, ça a été bénéfique au prix du Bitcoin, hein, qui a atteint 70 000 dollars et qui aujourd'hui se trade entre 60 000 et 70 000 dollars en fonction de la journée, de l'heure et de ce qui se passe. Bon. Il y a eu aussi un autre événement qui a fait en sorte que cette classe d'actifs reprenne et retrouve de l'engouement. Ça a été le lancement des ETF. Donc on le voit, hein, les ETF aujourd'hui ont ramené quand même beaucoup de collectes sur les valeurs crypto. Et donc, ça a profité aux actions de ce secteur-là. Par exemple, Coinbase, depuis le début de l'année, est en hausse de plus de 50%. MicroStrategy, de plus de 95%. Donc, après une année 2022 compliquée, où on avait eu une chute, et puis une année 2023 où on savait pas trop, on était un peu dans un flou. Là, on le voit, en tout cas, les cryptos semblent être là pour durer. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un Bitcoin qui va atteindre les 100 000 dollars avant la fin de l'année? C'est toute la question que les investisseurs se posent. Moi, c'est une question que je reçois beaucoup. Alors, c'est pas la réponse. Si vous l'avez ou que vous pensez avoir de bons arguments pour expliquer pourquoi le Bitcoin pourra atteindre 100 000 dollars, n'hésitez pas. Moi, je pense que ça peut être une possibilité. Bien évidemment, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est en tout cas une classe d'actifs qui plaît de plus en plus, que ce soit le Bitcoin ou autre crypto-monnaie, crypto-actifs, même maintenant, parce que si vous avez suivi, il y a aussi BlackRock qui a lancé un fonds tokenisé autour de ça. Donc, on le voit, il y a beaucoup de choses qui se passent, en tout cas dans cette industrie. On n'est pas encore Enfin, je pense que c'est pas les cryptoactifs n'ont pas dit leur dernier mot, donc ce sera à suivre. Et puis comme je le disais, on est avec les marchés américains qui ont atteint un plus haut historique, hein, malgré qu'il y ait toujours des taux assez élevés. On le voit, hein, tous les marchés ont été en hausse depuis ce début d'année. Mais et vous allez le voir, les marchés européens, et d'ailleurs, petite parenthèse, on vient d'ajouter sur Goliath deux nouveaux types de produits. Donc, on a rajouté les ETC, ce qui est en gros l'équivalent des matières premières. Les ETC, c'est donc les Exchange Traded Commodities. Et ça vous permet de tout simplement avoir une exposition aux matières premières. On l'a rajouté sur Goliath. C'était une forte demande de la part de nos utilisateurs. Et donc, pour ceux que ça intéresse aussi, j'ai fait un podcast autour des matières premières, hein, où je parle notamment du cacao et de l'or. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, c'est disponible sur la chaîne YouTube. Et puis, donc, comme je le disais, les marchés européens qui surperforment les marchés américains sur ce premier trimestre, avec un CAC 40. Donc, le CAC 40, c'est l'indice français en hausse de 8%. Là aussi, on a atteint un plus haut historique sur la plupart des indices européens. Le DAX, lui, est en hausse de 8,5% depuis le début de l'année. Donc, YTD, ça veut dire year to date, ça veut dire depuis le début de l'année. Et IBEX 35, il est en hausse de 8,6%. Donc, plusieurs raisons à ça. Comme je le disais, après le fort engouement des valeurs sur la tech, on a eu une rotation cyclique des investisseurs, hein, qui font une rotation de leur portefeuille et qui aujourd'hui essayent d'aller sur des valeurs un peu plus cycliques qui pourraient profiter éventuellement de bonnes conditions économiques dans le monde. Et puis, on a aussi une inflation européenne qui se rapproche du taux recommandé de l'inflation par les banques centrales, hein, qui est aux alentours de 2%, et qui est cette fois-ci à 2,6% pour le mois de mars 2024. Donc, on le voit, hein, l'inflation aussi qui commence à fortement chuter en Europe. Sur les marchés européens, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que déjà, on surperforme, comme je le disais, les États-Unis au premier trimestre. On a aussi les granolas. Donc, les granolas, c'est les principales entreprises d'Europe. C'est l'équivalent, en gros, des GAFAM, mais européens, ou des 7 magnifiques. Ça dépend ce que vous préférez. Les 7 magnifiques, c'est les GAFAM, plus Nvidia, euh, plus je ne sais plus qui c'est l'autre, il faudra le vérifier. Mais voilà, les granolas, c'est donc leur équivalent. Donc il y a L'Oréal, il y a LVMH, il y a Roche,
il y a Nestlé, etc. Il y a AstraZeneca. Et puis, voilà, il y a les sept principales, ou deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, les huit principales entreprises européennes, surtout dans le domaine pharmaceutique ou dans le domaine donc, comme je le disais, c'est des valeurs plus défensives, on va dire, que les valeurs américaines, hein, qui sont plus tournées autour de la tech. Donc là, on aura plus des valeurs comme je le disais, L'Oréal, LVMH, vous allez retrouver Nestlé à l'intérieur, etc. Et c'est aujourd'hui un thème qui plaît en tout cas sur les marchés et qui fait mieux. Donc les granolas c'est mieux que les 7 magnifiques. Donc les 7 magnifiques, c'est les 7 principales actions qui tirent la bourse américaine. Comme je le disais, l'équivalent des GAFAM, plus Nvidia aujourd'hui, plus notre entreprise. Donc voilà, donc les investisseurs ils commencent aussi à se repositionner sur des valeurs cycliques. Donc on l'a vu, hein, là on est sur une rotation sectorielle. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a eu des très très beaux résultats de la part d'entreprises européennes. On peut citer Renault qui fait des publications records. On peut citer L'Oréal qui publie une publication et des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Danone aussi qui publie des résultats satisfaisants. Donc voilà, on a pas mal d'entreprises européennes qui profitent de la baisse de l'inflation, d'un retour un peu à la vie normale après le Covid, etc. Malgré les guerres et malgré ce qui s'est passé dans certaines régions du monde et ce qui se passe toujours dans certaines régions du monde, on a des valeurs cycliques qui repartent. Et puis, on a un ralentissement des valeurs du luxe, où là, ça a été la déception un peu des résultats. Donc, en tout cas, en Europe, on le voit, les valeurs du luxe, elles ralentissent, avec notamment, euh, avec notamment LVMH et Kering qui déçoivent pas mal lors de leurs résultats. On reproche notamment à Kering d'être trop dépendant de Gucci et donc des résultats qui sont en baisse et LVMH qui, après aussi des années plutôt très très positives pour le domaine du luxe, là on le voit, on a un petit recul. Donc, est-ce que ce serait pas le moment d'investir peut-être dans l'école ou l'école c'est Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH, ou ce genre de choses. En tout cas, on a eu une correction. Pour ceux qui sont intéressés par ce secteur-là, dans les corrections en général qu'il faut regarder et qu'il faut essayer de se repositionner. Maintenant, il y a beaucoup de choses sur les marchés. Il y avait d'ailleurs aussi quelques IPO qu'on fait ce début d'année, notamment l'IPO de Reddit, donc aux États-Unis, qui n'a pas été un énorme succès. Et puis, aux États-Unis, on a aussi Tesla qui a déçu, Apple qui déçoit depuis le début d'année par rapport à leurs concurrents, malgré le lancement de l'Apple Vision. On le voit d'ailleurs, aujourd'hui, les utilisateurs préfèrent de plus en plus consommer des produits Android et on le voit que ce soit aussi sur les marchés boursiers. Le Japon, parce que je parlais de l'Europe, mais le Japon aussi surperforme les États-Unis. Donc, un fort engouement. Tesla ou Meta qui, eux, ont déçu. Alors, Meta ont plutôt fait des bons résultats. Meta qui réalise un chiffre d'affaires, enfin un chiffre d'affaires en forte hausse, mais qui dépense trop d'argent dans l'intelligence artificielle, ce qui inquiète les investisseurs. Et donc, on a un cours aujourd'hui, quand je fais ce podcast, on est le jeudi 25 avril. Et donc, aujourd'hui, quand je fais ce podcast, Meta a publié et l'action est en chute. Et on va avoir maintenant à l'ouverture un fort gap. Voilà, sur Goliath, qu'est-ce qui s'est passé ce premier trimestre? Donc on le voit, hein, on a toujours de plus en plus d'utilisateurs qui partagent leurs idées de trading, qui partagent avec la communauté des playlists. Donc là, ici, je vous ai mis le top que vous pouvez retrouver sur l'application, donc les 10 meilleurs traders annuels que vous pouvez trouver sur l'application, hein, dans l'onglet trader. Donc on a Hugues, hein, je vous invite à aller suivre son compte, qui partage aussi beaucoup. On a
Voilà, Julien et Fabrice Saug, hein, c'est le top 3. Et puis on a aussi pas mal de playlists qui plaisent de plus en plus à nos utilisateurs, en plus des produits structurés, en plus des produits financiers qu'on propose. Donc par exemple, là, on a rajouté les ETC, on a rajouté les actions européennes, on va rajouter les crypto-monnaies normalement dans pas trop longtemps. Mais on a aussi plein d'utilisateurs qui proposent leurs propres playlists. Et là, vous pouvez le voir, on a des playlists qui ont plutôt bien performé, que ce soit dans le biomédical, que ce soit dans l'automobile avec la playlist driver, etc. Et là aussi, vous pourrez retrouver les meilleures playlists sur l'application Goliath. Ben écoutez, merci pour tout. Je pense qu'on a fait le tour avant de conclure. N'hésitez pas, parce que bien évidemment, on essaye de faire que les podcasts ne soient pas trop longs, mais n'hésitez pas à nous faire vos remarques en commentaire, à participer. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à la question de David Benamou, donc je lui ai répondu en commentaire, qui me demandait sur Zine ce que je pensais. Zin, c'est une entreprise de transport maritime israélienne. Et donc, il me disait, est-ce que vous pensez qu'avec une forte correction, l'action repart d'environ 20% depuis le début de l'année? Donc, il me demandait, qu'est-ce que j'en pense? Alors, bon, malheureusement, c'est très très triste ce qui s'est passé le 7 avril avec les attaques du Hamas. Ça remet la région dans un donc la région donc c'est une boîte israélienne basée à Haïfa, spécialisée dans le transport maritime. Donc la région Proche-Moyen-Orient dans un risque géopolitique quand même assez élevé. Mais on le voit, le marché israélien était très très résilient, que ce soit la bourse et le marché local de start-up. Et donc, malgré la guerre et ce qui se passe, elle a réussi à tenir. Bon, maintenant, il y a quand même un risque géopolitique qui est énorme. Il y a d'autres entreprises dans le transport maritime, donc à suivre. Mais comme je le disais, donc tout ce qui est valeurs cycliques, les valeurs cycliques, c'est en général quand il y a des bonnes conditions économiques, on a ces valeurs-là en profitent, hein, elles profitent des cycles économiques. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les valeurs cycliques. Et donc quand il y en a des bons cycles, en général, elles profitent de ça. Donc si vous pensez que dans les 4 5 prochaines années, on risque d'avoir de plus en plus d'ouverture sur le monde, et que alors après moi j'ai pas suivi en détail, j'ai juste regardé un peu ce qui se faisait. En tout cas, c'est une entreprise qui surperforme le secteur en ce moment et c'est un marché qui pourrait être intéressant. Avant de terminer, c'est ma petite question, n'hésitez pas à nous répondre en commentaire et à nous dire ce que vous pensez. On fait pas mal de produits structurés avec Goliath, hein, c'est notre spécialité sur des thématiques bien précises. Et si ça vous intéresse, on pourrait commencer aussi à le faire par zone géographique. Ça pourrait être aussi un moyen de, de créer un produit structuré intéressant, hein. Par exemple, on peut prendre trois boîtes, les trois principales boîtes brésiliennes ou israéliennes ou autres d'un marché bien spécifique qui vous intéresse et créer un produit structuré comme ça, si bien évidemment on peut y avoir accès. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et avant de terminer, juste j'aimerais vous partager pour ceux que ça intéresse, puisque j'ai pas eu le temps de couvrir tous les résultats, deux, trois ressources intéressantes pour ceux qui voudraient aller en détail dans des résultats, par exemple Visa ou autre, qui moi j'utilise pour mes recherches. Donc il y a App Economy Insight, c'est le première ressource. Et la deuxième, c'est Quater, qui vous permettra d'avoir en détail, vraiment détaillé cette fois-ci, si vous voulez rentrer dans les chiffres et les comparer par rapport au trimestre précédent, tous les détails sur les résultats d'entreprise du premier trimestre 2024. Merci à tous et donc n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur les réseaux YouTube ou sur Goliath directement. Au revoir.